streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Bonjour Vincent Jacquemart. Bonjour. Vous êtes président d'Irena Group, un spécialiste de la sécurité. Vous accompagnez des entreprises dans des zones sensibles, notamment lors de situations de crise, mais pas que. On en reparlera ensemble. Mais d'abord, comment s'est passé le premier week-end ? Est-ce que vous avez été assailli de questions de la part de vos clients, des entreprises ? Écoutez, d'abord, ça se passe bien jusqu'à présent. On a eu effectivement pas mal de questions. Ça a commencé dimanche. Avant même d'envisager des évacuations, on a eu des questions surtout sur notre expertise et notre évaluation de la situation et savoir si ça allait s'aggraver, si au contraire ça allait se calmer, etc. Donc on a essayé de répondre du mieux qu'on peut. C'est un exercice auquel nous on est habitués parce qu'on fait de la gestion de crise en général dans des pays d'ailleurs qui sont parfois dans des crises pires que celles qu'on est en train de vivre aujourd'hui au Moyen-Orient, mais ça on va peut-être développer un petit peu après. Mais oui, on a eu beaucoup de sollicitudes. Il y a eu un moment de sidération de la part des entreprises, même si on attendait quand même une frappe américaine et une frappe israélienne ces derniers temps. C'est une très bonne question. Oui, il y a eu un effet de sidération pour une raison simple, c'est que notamment à Dubaï, qui est quand même l'endroit où on a eu le plus de demandes, tout le monde s'était habitué à une vie très tranquille, très protégée, très farniente, j'ai envie de dire, c'est-à-dire avec du soleil, une qualité de vie qui est extraordinaire selon ceux qui y vivent. Il y a la mer à côté. Voilà. Donc il y a évidemment un contraste fort entre cette vie-là, qui était la vie que tous les gens qui vivent à Dubaï avaient la semaine dernière, et être dans un état d'alerte assez sérieux quand même, avec une menace qui vient du ciel, donc qui est par conséquent, pour la population civile, elle est imprévisible, et donc une menace directe qui vient du ciel, qui peut tomber n'importe où, n'importe comment. Effectivement, ça en a refroidi plus d'un, oui. Alors vous êtes installé à Dubaï depuis quelques années. C'est un endroit, effectivement, vous le disiez, qui est réputé comme très sûr. Est-ce que, quand même, dans ces conditions, vous avez des plans prêts ? J'imagine que vous préparez, là aussi, d'éventuelles solutions en cas où des problèmes interviendraient. Oui, donc nous, on est effectivement à Dubaï depuis un moment maintenant. D'ailleurs, mon associé Romain Bordenave habite à Dubaï, c'est-à-dire on a, notre base régionale Moyen-Orient basée à Dubaï. On a toujours un plan qui est prêt, dans le sens où on a toujours des ressources locales pour nous appuyer en cas de crise. Quand je dis des ressources locales, c'est-à-dire qu'on a toujours, nous, dans la tête, une hypothèse qui dit qu'on aura peut-être un jour besoin d'évacuer, de mettre en sécurité, de protéger. Enfin, on a toujours ça en tête. Et donc, dès qu'on s'installe dans un pays, dès qu'on installe quelque chose, Irena, dans un pays, une structure Irena, on va prendre en compte ce type de problématique pour être prêt le jour où. Après, je vous avoue qu'on n'a pas fait exprès, c'est-à-dire quand on a installé notre base régionale à Dubaï, pour le Moyen-Orient, on n'avait absolument pas anticipé qu'un jour on serait sous les missiles iraniens. Très sincèrement, on va pas se raconter d'histoire. Quels sont les types de ressources justement que vous recherchez, des loueurs de voitures par exemple ? Alors, pas tout à fait de loueurs de voitures. Nous, on va chercher d'abord des compétences. On va chercher des compétences en matière de sûreté. Donc, on va chercher des chauffeurs compétents, donc chauffeurs de sécurité qui sont formés. On va chercher du personnel d'accompagnement, c'est-à-dire garde du corps, officier de liaison, fixeur, un petit peu comme les journalistes l'utilisent, de confiance. On va chercher les gens de confiance au sein des institutions locales, c'est-à-dire qu'on va créer un réseau de contacts locaux au sein des institutions, c'est-à-dire police, armée, gouvernement, douane, enfin ça peut être dans des secteurs très divers, des gens de confiance qu'on sait qu'on peut appeler en cas de problème, lesquels, et là on le voit d'ailleurs, l'effet était immédiat sur nos opérations d'évacuation actuelles, qui en cas de problème vont pouvoir nous aider et nous agiliser toutes les procédures, tout le process. Alors justement, comment ça s'est passé là aussi, lorsque il y a eu les premiers missiles qui sont passés au-dessus de la tête d'un certain nombre d'expatriés, que ce soit à Dubaï, à Abu Dhabi. Comment est-ce que ça se passe lorsque une entreprise vous dit, ben voilà, j'ai besoin d'évacuer 10, 20, 30, 40 personnes ?
Bon, d'abord la première étape, c'est nous on va les conseiller, c'est-à-dire on va leur dire bon, effectivement on pense que c'est pertinent, on peut nuancer cette réponse, c'est pour ça que je le précise. C'est pas automatique l'évacuation, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des gens qui sont dans des conditions suffisamment safe pour qu'on dise il y a plus de risques à les évacuer qu'à les laisser là où ils sont. Je pense notamment à des gens qui étaient en vacances dans des campements 5 étoiles au milieu du désert à Dubaï. Très sincèrement, ils y sont encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on leur a dit, vous êtes bien là-bas, il n'y a pas de menace directe sur votre zone, il n'y a aucun intérêt stratégique pour les Iraniens d'aller bombarder cette zone-là. Donc restez-y et on attend que ça passe gentiment, à condition évidemment que ça ne dure pas des mois. Mais nous, on va recommander et on va faire une évaluation du risque et on va peser le pour et le contre entre laisser les gens là où ils sont ou éventuellement les regrouper dans ce qu'on appelle nous des safe houses, c'est-à-dire des endroits qui ont été préalablement identifiés comme des zones refuge. Ça peut être une maison dans un quartier que l'on sait relativement safe, avec une maison qui a une structure, par exemple, en béton, où on sait que si jamais, justement, il y a un drone ou un missile qui atterrit pas trop loin, les dégâts seront minimes, plutôt que d'être dans une tour en verre, où là, pour le coup, rien que les éclats de verre, les journées sont longues. Rien que les éclats de verre représentent un danger. Donc, nous, on va faire ce travail d'évaluation, de conseil, et selon la décision du client, la décision du client est motivée par plein de raisons différentes, on va procéder ou pas à l'évacuation immédiatement ou pas, parce que ça c'est aussi une grande différence. On a parfois des clients qui sont pressés. Alors ils peuvent être pressés parce que leur direction a décidé qu'il fallait évacuer tout le personnel qu'ils avaient dans la zone. Ils peuvent être pressés aussi parce que le personnel dans la zone montre des signes d'agacement, de peur, de stress, et donc il faut aller les chercher. Et d'un autre côté, on a aussi d'autres clients qui nous disent oui, on va évacuer, mais on va attendre 2-3 jours, qu'on fasse un état des lieux complet, qu'on voit un petit peu ce qu'on fait de ce personnel, parce que ça, c'est un autre point crucial, c'est est-ce qu'on évacue vers l'Europe ou pas? Et j'ai un exemple très concret là dans les évacuations qu'on a menées. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce personnel? Vers où est-ce qu'on évacue? Et selon les décisions qui sont prises à ce moment-là, nous, on adapte les dispositifs. L'autre information qui nous est parvenue il y a quelques instants, c'est cette information qui a été communiquée par le ministre des Transports français, Philippe Tabarot, qui explique justement, je cite, que malgré les moyens mis en œuvre pour le rapatriement des Français, eh bien, un vol Air France affrété par le gouvernement pour aller chercher nos compatriotes aux Émirats Arabes Unis a été contraint ce soir de faire demi-tour, pour des raisons de sécurité évidemment, parce qu'il y avait des tirs de missiles dans la zone. Justement, l'évacuation, c'est un point important, mais comment est-ce qu'on fait lorsque le ciel aérien est fermé ou lorsque faire décoller un avion est risqué face au risque de tir de roquettes ou de missiles, tout simplement? C'est le vrai curseur, c'est l'aéroport. C'est-à-dire, c'est le premier curseur qui nous fait prendre la mesure de la complexité d'une évacuation ou pas, c'est s'il ferme ou pas l'aéroport civil le plus proche. Je le généralise parce que c'est une situation et une configuration à laquelle nous, on est confrontés très régulièrement dans la gestion des crises qu'on peut être amené à réaliser. Par exemple, au Venezuela, il y a quelques semaines ou au Bénin au mois de décembre. C'est est-ce que l'aéroport est ouvert et opérationnel? Si l'aéroport n'est pas ouvert et n'est plus opérationnel ou extrêmement restreint, ce qui est le cas aujourd'hui sur Dubaï, par exemple, là, ça complique évidemment toutes les opérations et on doit trouver des solutions alternatives. Dans le cadre si on parle de Dubaï, parce qu'aujourd'hui on a intervenu principalement à Dubaï à cause du volume de personnel qui a évacué de Dubaï. Dans le cas de Dubaï, par exemple, la solution la plus sûre et la plus pratique pour tout le monde, c'était Sultanat d'Oman, qui est à quelques heures de véhicule, si c'est fluide à la frontière. Et donc, la décision a été prise de principalement exfiltrer les gens vers le Sultanat d'Oman. Soit parce que au Sultanat d'Oman, ils avaient des avions à prendre privés ou charter, c'est-à-dire affrétés, ou des avions de ligne commerciale, soit parce que il y avait une capacité au Sultanat d'Oman de faire attendre les gens dans des hôtels pas très loin de l'aéroport, que la situation se calme un petit peu, et les évacuer ultérieurement. On a eu aussi un cas d'un client qui nous a dit « Moi, le Sultanat d'Oman, ça ne me convient pas, je préfère les évacuer vers l'Arabie Saoudite, vers Riyad. Amenez-les-moi à Riyad, et parce qu'à Riyad, j'ai des bureaux
conséquent. Et donc, je vais pouvoir absorber ce volume de travailleurs. Ils vont pouvoir venir à travailler à Riyad pendant 1 mois ou 2. On va les loger, etc. Le temps de voir ce qui se passe. C'est aussi une alternative. Là où ça se complique, c'est qu'il n'y a pas seulement les expatriés, il y a parfois aussi la famille, les femmes, les enfants ou les maris. Oui, c'est d'ailleurs dans ces configurations-là qu'on a le plus de stress. Quand on a des expatriés ou des missionnaires qui voyagent seuls ou qui voyagent exclusivement pour des raisons professionnelles, je vais pas dire qu'ils sont faciles à gérer, mais on est vraiment dans une mentalité de gens qui sont là pour travailler, point final. Quand ce sont des expatriés qui sont avec famille, mari, femme et enfants, c'est là que le stress est le plus élevé et je le comprends bien. C'est-à-dire que quand vous êtes seul dans un pays, il y a des missiles qui passent au-dessus de la tête, c'est jamais drôle. Quand en plus vous avez vos enfants, dont des enfants en bas âge, qui sont à côté de vous, là c'est plus drôle du tout. Et n'importe quelle solution pour sortir de là sera la meilleure. Oui. On parlait de sidération tout à l'heure. Il y a quand même l'impression, alors vu de Paris, c'est qui est assez facile. Moi, je vois des oiseaux au-dessus de chez moi, c'est beaucoup moins risqué. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu de panique dans les pays du Golfe, contrairement aux images de ce qu'on peut voir parfois au Liban ou en Iran, où il y a des files entières de voitures qui fuient, là aussi, les bombardements dans les villes. Mais là, vous mettez un point sur une différence cruciale entre ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Dubaï, Abu Dhabi et du Qatar. La menace vient du ciel, mais il n'y a pas de menace au sol. Et la menace qui vient du ciel, à part évidemment erreur / bavure, parce que ça arrive, la menace, elle n'est pas sur la population civile directement, elle est sur les infrastructures stratégiques, comme les bases militaires, comme les organes de pouvoir ou les représentations diplomatiques étrangères, par exemple le consulat des États-Unis à Dubaï qui a été bombardé ce matin. Donc, qu'est-ce que ça change par rapport justement à Beyrouth au Liban? C'est qu'au Liban, vous avez à la fois des bombardements qui sont menés à une échelle très large parce que l'ennemi qui est en face aux yeux des Israéliens, on a le Hezbollah en face et le Hezbollah occupe le Liban, c'est-à-dire qu'il est partout. Donc si vous voulez atteindre le Hezbollah au Liban, on n'a pas d'autre choix, on va pas débattre là-dessus maintenant, mais vous n'avez pas d'autre choix que bombarder tout ce qui peut être de près ou de loin lié au Hezbollah. Et c'est ça qui rend toute la dynamique au sol beaucoup plus complexe, c'est que ça peut tomber n'importe où, c'est que au sol en plus, puisque là il y a même des zones qui sont évacuées à la demande des Israéliens, il y a des zones sur lesquelles vous pouvez tomber aussi sur des barrages ou du Hezbollah ou d'autres d'ailleurs factions armées, qui sont elles-mêmes des dangers pour la population. Donc, c'est toute une dynamique qui se met en marche où le danger est à la fois dans le ciel, mais aussi au sol. C'est pas le cas aujourd'hui à Dubaï. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez pas de force d'invasion à Dubaï, vous n'avez pas de groupe terroriste opérant au sol à Dubaï. Donc, le danger vient du ciel, tout simplement. On sait qu'il y a à peu près 400 000 ressortissants français présents dans la quinzaine de pays. Oui, c'est énorme. Vous n'avez jamais eu autant de travail qu'aujourd'hui ? Si, on a déjà eu beaucoup plus de travail parce que il y avait beaucoup moins de questions à se poser. Je vais donner un exemple. Quand on a évacué, par exemple, Port-au-Prince en Haïti en 2010, on a évacué tout le monde. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la ville était à terre, littéralement. Tout s'est effondré ou pratiquement. C'était suite à un tremblement de terre, on va le rappeler. Ouais. Oui, c'était suite au tremblement de terre, pardon, oui. C'était suite au tremblement de terre. Donc la ville était par terre et on a dû évacuer tout le monde dans des conditions épouvantables, évidemment sanitaires épouvantables, mais aussi ça a été la grande naissance des gangs haïtiens tels qu'on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire ça a été l'élément déclencheur où les rues ont commencé à être contrôlées par les gangs, qui étaient eux-mêmes une menace terrible pour la population et pour la population étrangère. Je remonte assez loin parce que ça a quand même changé pas mal de choses dans nos méthodes, nous, entreprises spécialisées justement à la gestion de crise. Ça a changé pas mal de choses dans notre manière de fonctionner. C'est-à-dire, c'est là qu'on a vraiment dû considérer que la menace venait de partout et il n'y avait aucune aide régalienne à l'époque. C'est-à-dire, on était, nous, acteurs privés, parfois au service d'institutions, et on devait se débrouiller pour mettre en œuvre des moyens d'évacuation. Ça veut dire, dans ce genre de cas, qu'il faut avoir des hommes armés, des véhicules aussi adaptés, contrairement peut-être à ce que vous utilisez aujourd'hui à Dubaï ou à Abu Dhabi. C'est un très bon point. Oui, là concrètement, d'ailleurs, ça a été le cas au Mexique il y a quelques semaines et au Venezuela début du mois de janvier.
c'est que là, pour le coup, vous avez affaire à une menace évidemment qui vient du ciel, parce que aujourd'hui, il y a toujours des bombardements d'une manière ou d'une autre, mais en plus, vous avez une menace au sol, que ce soit par la présence de cartels au Mexique ou des forces armées vénézuéliennes ou des groupes dissidents des cercles bolivariens locaux, qui eux-mêmes sont armés et sont un danger dans la rue. Donc vous devez affronter ces deux menaces et en tenir compte dans vos modèles d'évacuation. Oui. Vous avez parlé de l'importance là aussi de trouver les bonnes compétences sur place, mais j'imagine que ça suppose aussi une veille permanente là aussi pour évaluer les risques. Oui, absolument. C'est d'ailleurs comme quoi l'expérience et la vie et les événements de la vie nous rendent humbles. C'est que nous-mêmes, on n'avait absolument pas anticipé qu'on allait avoir ce type de problème à Dubaï. L'ironie de l'histoire, c'est qu'on était prêt à intervenir dans beaucoup de pays autour des Émirats arabes unis, mais pour le coup à Dubaï, on sentait que c'était assez sûr, qu'on était assez protégés nous-mêmes, que le système mis en place par les autorités est robuste, et c'est le cas, il n'y a aucun problème. Mais on avait un petit peu sous-estimé l'impact immédiat qu'allait avoir des bombardements de Dubaï. D'ailleurs, moi, je fais partie de ceux qui pensent que Dubaï vient de changer à jamais. C'est-à-dire, je pense que l'époque du Dubaï, que tout le monde a en tête aujourd'hui, les influenceurs, mais pas que, c'est-à-dire place financière forte, douceur de vivre, hub régional pour beaucoup d'entreprises pour aller travailler dans la région. Ça va continuer, mais ça va évoluer parce que tout le monde va garder en tête aujourd'hui qu'il est possible qu'un jour, il y ait des missiles et des drones qui arrivent. Voilà. Et ça change tout. C'est un peu le souvenir du Koweït, finalement, qui en 1990 avait vu arriver les chars irakiens. C'est exactement ça. Et donc, il y a eu un effet de sidération où vous n'arrivez pas à y croire, en fait. Vous voyez la présence des chars irakiens à Koweït City au petit matin, et tout le monde se dit, mais c'est pas possible. Enfin, ils n'auraient pas osé. Mais si, ils osent. Tout ça a été construit sur une idée qui semble baroque aujourd'hui, celle que l'Iran, le régime le plus dingue et le plus terroriste au monde, situé à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau seulement de Dubaï, n'attaquerait jamais un pays arabe. On voit que c'était une erreur. Et que Dubaï ne peut pas se défendre. Il y a même pas d'abri anti-missile sur le territoire. L'attractivité du territoire va donc diminuer. Alors, on parle beaucoup de ceux qui veulent quitter le territoire, mais on parle pas assez de ceux qui veulent y retourner. Les expatriés qui étaient hors de Dubaï au moment du déclenchement de la guerre et qui sont pris d'une angoisse parce que s'ils n'atteignent pas le quota de 183 jours passés là-bas dans l'année, ils vont être rattrapés par le fisc de leur pays d'origine et payer des impôts. La fin du mirage pour Dubaï, l'édito de François Langlais sur RTL qui rappelle l'impréparation des Émirats face à la menace iranienne. Vous disiez qu'il y aura un avant et un après. Ça veut dire aussi que dans cette ville qui construit beaucoup en hauteur, il va à l'avenir y avoir des consignes en matière de construction d'abris comme en Israël par exemple ? Moi, je pense que là, les constructeurs d'abris ont de beaux jours devant eux à Dubaï. Ouais. Je pense que là, dans les années qui viennent, ils vont faire beaucoup de business, effectivement. Merci Vincent Jacquemart, président d'Irena Group. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Pour suivre l'actualité autour de la guerre en Iran, rendez-vous sur leséchos.fr.